Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Au nord du Brésil, en Amazonie, la ville de Manaus est régulièrement le théâtre d'affrontements sanglants entre gangs. Situé à plusieurs centaines de kilomètres de la Colombie, cet îlot de béton au cœur de la jungle est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Malgré de fréquentes opérations au coup de poing de la police, de redoutables gangs y prospèrent. Leurs chefs contrôlent parfois les opérations depuis leur prison. Reportage exclusif de notre correspondant au Brésil, Nicolas Ransom. Nouvelle nuit d'assassinat à Manaus. Guilherme Batista avait 18 ans. Selon les informations qui nous ont été données par les enquêteurs, cet homme aurait convenu d'un rendez-vous avec un autre jeune, ici même. Il a été abattu de 3 tirs dans la tête et dans le bras. Edojo Junior est journaliste, spécialiste des affaires policières à Manaus. Toutes les nuits, avec son caméraman, il constate l'explosion du nombre d'homicides par arme à feu dans la capitale amazonienne. Entre 2 et 4 par jour, plus de 70% sont en lien avec le trafic de stupéfiants. Ce quartier est une zone rouge. C'est ultra dangereux ici. Le trafic de drogue est omniprésent. Il semble que cela soit encore un règlement de compte. Autrefois tranquille et considéré comme le Paris des tropiques, Manaus est aujourd'hui en proie à une guerre des gangs d'une violence inouïe, notamment depuis la rupture du pacte entre les deux principales factions du Brésil. D'un côté, le Commando Vermelho, le CV, c'est le commando rouge, fondé et extrêmement fort à Rio de Janeiro. L'un de ses alliés, le FDN, la famille du Nord, contrôle la vente de drogue dans près de 80% des quartiers de Manaus. De l'autre côté, le PCC, originaire de Sao Paulo. Le premier gang de la capitale souhaite développer sa présence en Amazonie pour se fournir directement auprès des cartels colombiens et péruviens. Cette dispute pour le contrôle du commerce de drogue est à l'origine de près de 400 homicides depuis le début de l'année à Manaus. 400 morts, dont 64 en un seul jour. Le 1er janvier dernier, à l'intérieur de la plus grande prison de Manaus, des membres du FDN parviennent à sortir de leurs cellules. Ils s'en prennent aux soldats du PCC et se filment avec leur téléphone portable. Les scènes de cette mutinerie sont insoutenables. Les corps ont été amputés. Au milieu de la cour, ils décapitent leurs adversaires. C'est l'un des pires massacres de l'histoire du Brésil. En plus des morts, près de 180 prisonniers parviennent à s'échapper. Les autorités sont impuissantes. Cette barbarie choque les Brésiliens et l'opinion internationale. Aujourd'hui à Manaus, la population vit dans la peur. Voici notre dispositif pour ce soir. Pour reprendre la situation en main, ce soir, le colonel Walter Cruz veut frapper un grand coup. 600 policiers sont déployés, en plus des effectifs habituels. Cette opération a été baptisée Opération Aigle. On va saturer la ville. Il y aura des policiers en uniforme partout, notamment dans la zone nord, où le nombre de crimes est très important. Nous irons là où il y a beaucoup d'homicides. Vous savez, le crime s'adapte très vite et dépend de nombreux facteurs. C'est vrai que l'évasion de prisonniers complique la tâche. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Nous embarquons avec le COI, la troupe d'élite de Manaus, l'équivalent du raid français. Tout juste sortis de la caserne, 2 jeunes à moto refusent d'obtempérer. Laisse ça! Traquer les fugitifs n'est pas la mission principale de ces unités spécialisées. Mais depuis la rébellion, toutes les forces de l'ordre sont sur le pont. La fouille est minutieuse, les identités sont vérifiées, les tatouages examinés. Tu n'as que celui-là? Non, j'en ai un autre ici. Initiales du gang, symbole, les indices sont parfois sur la peau.
Ces deux jeunes ne sont pas recherchés, mais ils repartiront avec un sérieux rappel à l'ordre. Quand tu entends la sirène et qu'on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Sinon tu vas mourir pour rien. Notamment quand tu vois notre voiture noire, sinon tu vas finir dans un cercueil. Tu piges? Oui, monsieur. Il y a encore plus de 100 fugitifs, donc avec l'équipe on en profite pour faire un état des lieux et pour recueillir le maximum d'informations. Les interventions s'enchaînent. Ces policiers de la force tactique viennent d'appeler l'unité spéciale en renfort. Rebecca, c'est Joan qui m'a balancé. Rebecca, c'est elle, ici en rouge. La dame qui est là, c'est ma mère. Je veux savoir comment elle va. C'est Joan, Rebecca. Allez-y, emmenez-moi tout de suite, maintenant que vous m'avez attrapé. Emmenez-moi tout de suite. Si cette dame est désespérée, c'est que les hommes du lieutenant Bentes ont découvert près de 10 kilos de drogue dans un logement dont elle avait les clés. Valeur de la marchandise, plus de 30 000 euros. Ça, c'est de la cocaïne. Là, il y a de la skunk, de l'oxy. Et là, il y a de la pâte base pour faire de la cocaïne. Au total, plus de 7000 doses. Le propriétaire de cette drogue s'appelle Mazinho. Mazinho est un des grands noms du FDN. Aujourd'hui en liberté après un passage en prison, il commande toujours le trafic dans tout le quartier. Ici, cela fonctionnait comme un dépôt. Et de toute évidence, cette dame n'agissait pas seule pour faire tout cela. Des personnes devaient travailler avec elle pour l'aider à emballer et à distribuer, car il y a vraiment beaucoup de sachets. Pour conditionner tout ça, ça doit prendre un temps fou. Et vous allez voir qu'au Brésil, les narcotrafiquants ont une logistique bien rodée. Il est 3 h du matin, alors que les policiers saisissent la drogue. Une voiture surgit. Vous voyez, c'est comme ça 24 heures sur 24. On les prend en flagrant délit et l'avocat arrive immédiatement. L'avocat? Oui, c'est toujours très rapide. Pour vendre toujours plus et accroître leur influence, les chefs de gang garantissent aux petites mains du trafic un soutien permanent. Bonsoir, excusez-moi, je suis journaliste français. Vous êtes l'avocate de la dame? Oui, c'est bien moi, mais attendez une minute. Vous arrivez au milieu de la nuit, comme cela? Comment? Vraiment, vous arrivez au beau milieu de la nuit? On peut arriver à n'importe quelle heure, mais excusez-moi une minute, je dois parler avec la babysitter qui est avec mon fils. Nous n'en saurons pas plus. Mais sa cliente a déjà été incarcérée en 2011 pour trafic de drogue. Si la récidive est avérée, elle encourt 15 ans de prison. Ce soir, pour le lieutenant Bentes, c'est une excellente prise, mais une goutte d'eau au regard des milliers de kilos disséminés dans la ville et qui transitent par la région. L'année dernière, 3 tonnes de cocaïne ont été saisies à Manaus. Nous voyons clairement que le trafic s'intensifie de manière très importante, notamment en raison de cette guerre entre les factions. Donc la lutte est difficile, mais elle n'est pas impossible. On se bat. Pour calmer cette guerre des gangs, les autorités veulent affaiblir ces groupes à la racine, à l'intérieur même des prisons. Mais la tâche est difficile, comme en témoignent ces images. Par un signe des mains, ces détenus arborent fièrement l'appartenance à leur gang du CV, le Commando Vermelho. Si nous sommes épiés grâce à des miroirs ou encore des CD, c'est que filmer dans les centres pénitentiaires brésiliens est extrêmement rare. Début janvier, 4 prisonniers du PCC ont été décapités ici. France 24 est le seul média à rentrer dans une prison depuis la tragédie. Car pour les autorités, intervenir en milieu carcéral est extrêmement sensible. C'est d'ici, derrière les barreaux, que les chefs de gang organisent la vente de drogue à l'extérieur et qu'ils ordonnent les assassinats. Alors, durant près de 8 heures, la prison est passée au peigne fin. En sous-vêtements, les 1300 détenus sont transférés dans la cour intérieure, le temps que les cellules soient inspectées. Pour des raisons de sécurité, nous serons maintenus à distance. Mais très vite, les premiers chariots arrivent. Des kilos et des kilos de matériel en tout genre sont découverts. Je note tout. Je sépare les stupéfiants, les téléphones portables. Oui, tu peux mettre ça là. Et ça vient de quelle cellule?
De la 7, à l'étage. Cordes, téléphone portable, mixeur, bidon de peinture, haut-parleur, cuillère, armes blanches artisanales, les gardiens trouvent de tout. Certaines prises sont plus surprenantes encore, comme ce livre sur le crime organisé. Éléments pour la validation des preuves recueillies dans le cadre du combat contre les organisations criminelles. Alors ça, c'est génial. Depuis les incidents de janvier, ces fonctionnaires de l'administration pénitentiaire réalisent une dizaine de fouilles comme celle-là chaque mois. Ils étudient leur procès pour savoir comment ils peuvent être innocentés. Même moi qui ai une formation d'avocate, je suis surprise. Parfois, j'arrive à l'audience et ils en savent plus que moi. Et les surveillants vont de surprise en surprise. Ces prisonniers vêtus d'une veste jaune préparaient un tunnel avec des bêches improvisées. Ils espéraient s'échapper. Ils passeront les prochains jours à l'isolement. Au Brésil, la gestion de nombreux centres de détention est confiée à des sociétés privées. Et la corruption des surveillants est un fléau. Alors, qui dicte la loi? Les prisons sont-elles sûres? Nous sommes allés poser la question à Cleitman Coelho, le nouveau responsable du système carcéral de l'État d'Amazonas. Le crime organisé évolue en même temps que les mesures de sécurité que nous mettons en place. Je ne peux pas vous assurer qu'il n'y aura pas d'autres crises. Cela peut encore se produire, car nous sommes en train de changer des habitudes installées depuis des années. On a dû modifier les procédures parce que les détenus se prenaient pour les chefs. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous savons que les détenus peuvent toujours se révolter, mais nous avons de bons résultats. C'est avec l'aide des services de renseignement que l'administration pénitentiaire tente de faire face à la situation. La section de lutte contre le crime organisé nous a ouvert les portes de sa cellule d'écoute. 24 heures sur 24, ces policiers retranscrivent les conversations des principaux leaders des factions. Objectif, surveiller leurs activités en prison, mais aussi recueillir de précieuses informations pour intercepter d'éventuelles cargaisons de drogue en provenance des pays voisins, la Colombie et le Pérou. Ce qu'ils se disputent, ce sont les routes du trafic, ce qui fait circuler l'argent. Cette drogue qui arrive par la région frontalière de Tabatinga vient jusqu'à Manaus et ensuite elle est envoyée en Europe, aux États-Unis, dans le sud du Brésil, à Rio de Janeiro ou encore Sao Paulo. Donc celui qui détient le contrôle de cette route du trafic a le pouvoir et donc l'argent. Selon ces experts, le contrôle de ce couloir de drogue au cœur de l'Amazonie représenterait un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros par an. De quoi provoquer de la part des trafiquants une course à l'armement pour protéger les marchandises. Depuis que le processus de paix avec les FARC est engagé en Colombie, nos sections d'opération ont déjà saisi des armes de gros calibre, généralement utilisées par cette guérilla. Il n'y a aucun doute, avec la fin des FARC, de nombreuses armes entrent sur notre territoire. Ce trafic d'armes permet d'assurer la sécurité des embarcations chargées de drogue. De nombreux paramilitaires, anciens FARC, qui ne sont plus engagés par la guérilla, sont maintenant engagés directement par les trafiquants pour assurer le transport de la drogue. Un fait nouveau que nous n'allons pas mettre longtemps à vérifier. Nous retrouvons Edogio Junior à l'Institut médico-légal de Manaus. Vous voyez arriver les corps des 2 Colombiens qui ont tiré sur les agents de la police fédérale à Urucara, à 200 km de Manaus. Selon nos informations, la police fédérale réalisait un contrôle d'une embarcation et les 2 criminels, les 2 Colombiens, étaient armés et ils ont échangé des tirs nourris avec les policiers fédéraux. Les trafiquants étaient équipés de fusils d'assaut Galil de calibre 5,56, une arme très répandue chez les FARC. Dans l'embarcation, les policiers découvrent également 800 kilos de cocaïne. Une escalade de la violence inquiétante pour Edogio Junior. De plus en plus souvent, les policiers sont reçus par des tirs avec des armes de très gros calibre et même des armes de guerre. Donc ces derniers temps, de nombreux Colombiens sont arrivés morts ici à l'IML.
à cause de cette guerre pour le trafic de drogue que les autorités tentent de combattre. Malgré d'importants moyens déployés sur ces 14 000 kilomètres de frontières, seul et sans soutien de la communauté internationale, le gouvernement fédéral brésilien aura bien du mal à freiner cette escalade de la violence. Au cœur de l'Amazonie, l'artère du trafic a encore de beaux jours devant elle. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En Afrique du Sud, plus de 3800 bébés sont abandonnés tous les ans. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter, tandis que les adoptions sont de plus en plus difficiles à finaliser. Le pays compte aujourd'hui plus de 5 millions d'orphelins qui peinent à trouver une famille d'accueil dans cette société multiraciale aux différences culturelles très remarquées. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Karstens. En Afrique du Sud, 10 bébés sont abandonnés tous les jours, retrouvés par terre dans des poubelles ou dans des toilettes. Pour que les mamans abandonnent leurs enfants dans de meilleures conditions, une église baptiste a eu l'idée de placer à Johannesburg une boîte à bébés. Alors elles ouvrent la trappe comme ceci et elles déposent le bébé à l'intérieur. Et après, on sait tout de suite qu'il y a un bébé parce qu'un détecteur électronique déclenche immédiatement l'alarme. Depuis qu'elle travaille dans cet orphelinat, Francina récupère tous les mois des nouveau-nés dans cette boîte. Des mamans de substitution sont là 24 heures sur 24 pour s'occuper de ces enfants abandonnés. Il y a toujours de gros besoins. On a toujours besoin du nécessaire de base pour la petite enfance, notamment le lait en poudre. Il y a une liste complète sur notre site web. Avant, j'avais l'habitude de pleurer quand je voyais les bébés arriver, surtout quand ceux-ci étaient malades. Certains aux portes de la mort. Je regardais ces bébés et je m'effondrais en larmes. Ils sont atteints de pneumonie ou du sida. Certains de ces bébés ne survivent pas. Il y a des cas de mères qui essayent d'avorter, en vain. Alors après l'accouchement, elles essayent d'empoisonner leur bébé. Ça fait des années qu'on a affaire à ce genre d'histoire. Nadine dirige cette ONG depuis 6 ans. Elle est fière d'annoncer que la moitié de ses enfants seront adoptés, même si l'adoption en Afrique du Sud est un processus difficile. En Afrique du Sud, on a des différences culturelles très marquées. Dans certaines communautés, l'adoption n'est pas acceptée. Mais il y a des progrès et des couples parentaux de plus en plus jeunes commencent à s'ouvrir à l'idée de l'adoption. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Dans ce pays multiracial, l'adoption reste tabou pour la majorité de la population, car les communautés conservent leurs traditions. Les Sangoma, guérisseurs traditionnels, sont extrêmement sceptiques sur l'adoption. Si un nouveau venu intègre une famille, le Sangoma doit consulter les ancêtres. Sinon, l'enfant qui sera adopté sera rejeté. Si vous ne faites pas ça, l'enfant grandira, mais il ou elle aura une vie avec beaucoup de complications. Et jamais aucun ancêtre ne le protégera. Si l'enfant n'est pas correctement présenté, aucun ancêtre ne l'acceptera dans la famille. Il pourra vivre dans la maison, mais il ne sera jamais reconnu comme un véritable membre de la famille. Je pense qu'il serait sage que le gouvernement et les services sociaux nous consultent et nous impliquent, nous les Sangoma. Il y a en Afrique du Sud 2 fois moins d'adoptions qu'il y a 10 ans. Les blocages ne sont pas seulement culturels, mais administratifs. Ceux qui lancent des campagnes de sensibilisation se demandent s'il y a une volonté politique. L'immigration massive complique encore les choses.
Les ministères sud-africains de l'Intérieur et des Affaires sociales sont très méfiants lorsqu'il est question d'enfants abandonnés. Ils supposent toujours que cet enfant est un étranger, un clandestin. Nous avons donc beaucoup de mal à leur obtenir des papiers, même un simple certificat de naissance. Ce qui se passe, c'est que ces enfants abandonnés reçoivent un certificat de naissance rédigé à la main. Mais un tel papier n'a aucune valeur légale lorsque nous voulons inscrire cet enfant sur le registre des adoptions. Les services sociaux se battent pour que chaque enfant abandonné ait le droit d'être adopté. Car quand ça marche plutôt bien. Longtemps tabou, les adoptions interraciales sont aujourd'hui courantes. Aïcha vit depuis sa naissance avec sa famille adoptive. Aïcha est vraiment charmante. C'est le genre d'enfant qui se fait des amis partout où elle va. Un jour, on est allé en vacances, elle était très jeune. Et un homme de couleur noire, un étonnant personnage. Il est venu parler à mon mari, il lui a dit « merci. Merci pour ce que vous faites ». Pour nous, c'était un sentiment incroyable que quelqu'un se rende ainsi compte que nous sommes vraiment une famille et que notre amour dépasse nos différences de couleur. On était vraiment destinés à vivre ensemble comme une vraie famille. Il y a aujourd'hui plus de 5 millions d'orphelins en Afrique du Sud. S'en occuper devrait être une priorité. Selon un classement des Nations Unies, le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Une des premières conséquences de cette situation est la malnutrition des enfants. Le taux de malnutrition aiguë des enfants se situe toujours autour de 15%, soit au niveau du seuil d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, les causes sont multiples, la pauvreté des ménages, le manque de ressources agricoles, les maladies ou encore l'explosion des naissances. Notre reporter Julie Dungeloff s'est rendue dans la région de Zinder, dans le sud du pays, pour suivre un programme de prévention afin de lutter contre la malnutrition. Appelé 1000 jours, il est implanté au cœur des villages pour anticiper l'urgence et inciter les femmes à se faire soigner. Elles sont une trentaine à arriver quotidiennement au centre de Myria. Leurs nourrissons sous le bras. Ils sont malnutris et nécessitent des soins d'urgence. À leur arrivée, leur degré de malnutrition est évalué, modéré, aigu sévère. 77. On fait les rapports entre les poids et les tailles pour savoir si l'enfant est dénutri ou bien il n'est pas dénutri. En moyenne, femmes et enfants restent une semaine. Sur place, 2 associations travaillent ensemble, Befen et Alima, financées par ECHO, le programme d'aide humanitaire de la Commission européenne. Les enfants sont réhydratés et renutris grâce à des compléments alimentaires. Le docteur Diaouné est guinéenne. Elle travaille depuis 1 an à Myria. Oma, prends la fiche de surveillance intensive. Pas d'appareil de monitoring. La surveillance doit se faire manuellement, même dans les cas les plus graves. C'est un enfant qui a passé plus de 2 semaines à la maison en train de faire la diarrhée. Donc il s'était déshydraté jusqu'à ce qu'il est rentré dans un état de choc. Donc hier, il est arrivé dans un tableau d'état de choc. Donc on a réanimé, qui était sorti du coma. Et ce matin-là encore, il est rentré dans un état de choc. Le nombre d'enfants malnutris ne cesse d'augmenter. Et le Niger détient le triste record du nombre de mortalités infantiles en Afrique. Les causes de malnutrition sont multiples. Pauvreté des ménages, manque de ressources agricoles, absence d'eau potable, explosion des naissances. Au Niger, la moyenne est de plus de 7 enfants par femme. Avant, on n'a pas les moyens. Donc, la plupart des gens, ils laissent leurs enfants mourir à la maison comme ça. Donc, même si on amène à l'hôpital, on n'a pas les moyens pour les prendre, pour les soins. Quand les enfants tombent malades à la maison, généralement ici, dans la communauté, ils recourent au traitement traditionnel d'abord. Donc ils font le traitement à la maison
Quand ils voient que les enfants n'arrivent pas à s'améliorer, c'est à ce moment-là qu'ils décident de les envoyer dans nos différents centres de réhabilitation ambulatoire. Un enfant malnutri est un enfant fragile, particulièrement vulnérable en cas de paludisme, diarrhée ou pneumonie. On sait que les enfants de moins de 2 ans sont les plus touchés en termes de prévalence. Donc c'est quand même une problématique particulière parce qu'on sait que c'est des enfants qui, après 6 mois, on doit introduire un aliment de complément de qualité, ce qui généralement ils ne trouvent pas dans l'alimentation quotidienne. On sait aussi que c'est des enfants qui tombent malades, donc il faut que le système de santé soit solide pour prendre en charge de manière effective, en tout cas ces pathologies. La région de Zinder est l'une des plus pauvres du pays. Pour anticiper l'urgence, les ONG locales ont mis en place un plan de prévention, le programme 1000 jours. Le but, accompagner l'enfant de sa conception à ses 2 ans et créer des cases sanitaires au cœur des villages pour inciter les mères à se faire suivre. Rabi a 23 ans, elle est enceinte de 7 mois. Elle souffre elle-même de malnutrition. C'est sa 3e consultation depuis le début de sa grossesse. Ce jour-là, elle consulte pour une infection. Je voulais venir plus tôt, mais mon oncle est mort. C'est pour cela que je ne suis pas venue. Tu as une infection. Il faut que tu fasses très attention. Tu peux perdre ton bébé. Mais si tu fais très attention, que tu prends soin de toi, de ton hygiène, que tu te laves bien, ça va aller. Maintenant, on est très éveillé au fait que c'est important notre santé, que c'est important de venir en consultation. C'est important pour nous, mais c'est important pour le bébé aussi. Rabi repartira avec un traitement antibiotique à prendre tous les jours et une consultation la semaine d'après. À l'extérieur de la case, les mères sont formées. Elles ne savent ni lire ni écrire, c'est donc grâce à un simple bracelet de 3 couleurs, vert, jaune, rouge, qu'elles apprennent à dépister le degré de malnutrition de leur enfant. Cet outil sert de prévention, ça va leur permettre vraiment de suivre régulièrement l'état nutritionnel de leurs enfants et ça va aussi leur permettre d'amener leurs enfants de façon précoce au niveau des centres les plus proches pour la prise en charge de la malnutrition. Ce programme de prévention 1000 jours coûte 70 € par femme sur 2 ans, 3 fois moins qu'une hospitalisation. En 2015, près de 50 000 femmes ont été formées au dépistage. C'est peut-être autant de vies sauvées. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En Asie du Sud-Est, le football suscite un engouement croissant. Les championnats se multiplient et de nouvelles équipes se créent, y compris dans des pays qui n'avaient pas de tradition footballistique. Pour renforcer leurs effectifs, eh bien, les dirigeants de clubs se tournent aujourd'hui souvent vers l'Afrique, grande pourvoyeuse de talents. Les joueurs africains y sont appréciés et certains ils deviennent des stars, mais la médaille a son revers et pour d'autres, l'Eldorado se transforme en enfer. Reportage de Cyril Payen. Sawadee Krap. Yomia un joueur pour la MLS. Avant-centre, ok. Quel âge à peu près? 24 ans. Ok. Ayant au moins joué un championnat européen. Ok, je vais voir ça. Landry est camerounais. Cela fait 10 ans qu'il vit en Asie. Sa profession, agent de footballeurs africains. Bangkok, en fait, c'est un carrefour où si vous avez de l'argent, vous vivez bien. Vous n'avez pas d'argent, c'est l'enfer. C'est l'enfer total. Pour vivre ici, il faut avoir de l'argent. Quand vous avez de l'argent, tout est facile. Vous obtenez tout ce que vous voulez. L'argent. Landry sait de quoi il parle.
Ancien joueur de football, il a interrompu sa carrière et a trouvé sa voie. Il s'est spécialisé dans les transferts de talents africains en direction des clubs d'Asie du Sud-Est. La quête d'une vie meilleure pour des milliers de footballeurs venus d'Afrique. Et il y a un nouvel Eldorado du football africain. C'est la Birmanie. William, 22 ans, n'est pas seulement le joueur espoir de Landry, c'est aussi son petit frère. Nous le retrouvons à l'heure de l'entraînement dans son club de Yanadabon. William débarque tout juste du Cameroun. Il s'est rapidement adapté dans ce pays d'accueil. Il a su trouver sa place dans l'équipe asiatique. Vous parlez de quoi là, William? Là, je taquine un peu. Qu'est-ce que vous lui dites? Il dit que j'aime sa sœur. À part la pauvreté et le climat tropical, la Birmanie est une terre inconnue pour les 3 joueurs africains de l'équipe. Et ils ont 5 étoiles, hôtel, hein, ils ont. Ah bon? Ah mais ça je savais pas. Non, 5 étoiles alors. C'est pas mal hein, pour adapter. Dans une Birmanie qui s'ouvre au monde extérieur après plus de 50 ans de dictature, les joueurs étrangers sont appréciés pour leurs différences, perçues comme autant de qualité. Ils jouent de manière très agressive, comme si leur vie était en jeu. Ils sont très durs. Nous, en Birmanie, nous avons une nature plus douce. On laisse faire, c'est pas grave. Mais dans le football, ce n'est pas possible d'être comme ça. Si on n'a pas le cœur dur, le mental dur, on ne peut pas gagner. Nous voici en plein cœur de Yaoundé, la capitale camerounaise, dans le quartier pauvre d'Eli-Gedzoa. C'est là que Landry, William et bien d'autres encore ont vu le jour. Au Cameroun, on grandit sous le soleil du football, bercé par le nom des grands anciens, élevés au rang de divinité. Roger Milla, Samuel Eto'o, les Lions indomptables. Bertrand est le pasteur de la communauté d'Eli-Gedzoa. C'est un ancien joueur de football. Il est le grand frère très respecté de Landry et William, les 2 échappés du ghetto, partis dans la lointaine Asie. Quand il y a quelqu'un devant qui montre un exemple, il est là pour donner le chemin à ceux qui sont derrière. Donc, dans un quartier aussi démuni, aussi mal vu comme celui-ci, quand il y a quelqu'un qui sort de l'eau, ça veut dire qu'il a donné un message à ceux qui sont derrière. Je priais chaque jour pour lui que Dieu lui garde bien même. Il garde mon fils bien même là-bas. Parents pauvres du football mondial, le continent noir recèle pourtant de nombreux talents. Pour beaucoup, il y a en ligne de mire l'Eldorado asiatique, où l'amour du ballon et les équipes qui se multiplient alimentent le rêve. J'ai fait le football. Dieu n'a pas permis que je fasse carrière footballeur. Landry en a joué, ça n'a pas tenu. Bon, si lui, William, il est en train de jouer, ça veut dire que la chose que j'ai goûtée avant lui, je dois lui dire les pour et les contre. Et c'est un enfant obéissant, Dieu merci. Il a écouté les conseils et il continue d'écouter. Des ghettos camerounais ne sortent pas que des réussites. D'une rue à l'autre, le destin et la survie de familles entières peuvent changer radicalement, pour le pire. C'est ce qui est arrivé à l'ami d'enfance de William, footballeur bien entendu lui aussi. Si Bertrand se rend dans la maison de la famille Lunken ce jour-là, c'est qu'il y a urgence. Nous sommes à bout, nous sommes endettés, comme vous voyez, la situation de vie c'est pas facile pour ses frères. Ils sont tous battus pour qu'il se déplace, c'est pas facile, c'est pas vraiment facile. Donc nous demandons de l'aide. Nous espérons que les âmes de bonne volonté feront quelque chose pour lui, surtout, de sortir de cette situation. Je n'ai pas de sommeil, pour vous dire vrai. Je ne dors presque pas parce que je n'ai pas de nouvelles. On a des nouvelles par téléphone, mais ce n'est pas la même chose quand vous ne voyez pas physiquement l'enfant. Ça ne nous rassure pas. Emar, l'espoir de la famille Lunken, est coincé en Thaïlande, victime d'un agent frauduleux. Garde le moral haut. Tu es un militaire, dis-toi que je suis allé en guerre et je dois gagner cette guerre avant de rentrer. Parce que tu as un trophée que tu dois remporter, ok? Même à plus de 10 000 km de Yaoundé, la solidarité du bidonville peut encore faire loi.
Après Bertrand, c'est Landry, le cadet, qui prend la relève pour aller retrouver Aymar, enfant perdu du football africain. Donc l'Africain, lui, quand il arrive, il doit batailler 2 fois pour pouvoir gagner sa place. C'est celui qui est fort, qui réussit ici. Si tu es quitté, parce qu'il y a des jeunes actuellement qui sont en chômage à Bangkok, ils sont tellement nombreux, ils n'ont pas de club. Parce qu'ils se disent, quand ils sont en Afrique, ils se disent, ah l'Asie, je vais m'en sortir, c'est facile là-bas. Mais je peux leur dire, pour ceux qui sont encore là-bas, c'est 2 fois plus difficile. Aymar se terre à plus de 400 km de Bangkok, près de la frontière cambodgienne. Il n'a plus de visa, plus de contrat, et il survit de travaux dans les champs. Il est devenu clandestin. On avait tendance à vouloir un peu trop vous manipuler parce que tu es noir. Surtout qu'il y avait trouvé aussi un noir qui travaillait là-bas. Ça n'a pas été facile. On nous torturait beaucoup. On dormait où on n'avait même pas où dormir. On a conçu un truc comme ça. On se couchait dedans, on dormait. Non, ça n'a pas vraiment été facile. Et la majorité des Noirs que je vois ou que j'ai rencontrés ici, soit il va te dire qu'il joue au foot, soit il est là, il monte, il descend. Oui, nombreux sont ceux qui échouent sur les rives asiatiques. Aymar est chanceux, il fera partie des rares miraculés. Il va pouvoir rentrer au pays. Aéroport de Mingaladong, Rangoon. Ah, bah disons, ça peut être facile, hein. Tu es venu pour ça. Non, mais attends, toi, là, qu'est-ce que tu dis, toi? Ça va? Ça va, tu vois? Bien, toi. Bienvenue en Birmanie, mon cher grand frère. Ça me fait plaisir de te voir. On est content de te voir. Moi aussi, hein. Si tu joues bien au football, tu seras le chouchou de tout le monde. Tu seras aimé, parce que les Asiatiques, ils adorent du beau football. Oui, Landry l'a bien compris. L'Asie adore le football. Et la Birmanie en pleine ouverture est la destination la plus prisée pour les candidats africains. La soif de consommation, de liberté, a pris d'assaut les rues de Rangoon. La libéralisation frénétique de l'économie permet de recycler l'argent de la drogue et de tous les trafics. Les équipes de football croulent sous l'argent. Yeah? Go. Allez, on y va. Je vous emmène. On va jouer au foot ensemble. En Birmanie, les joueurs africains ont déjà leurs fans, venus d'horizons très différents comme cet ancien chef rebelle, propriétaire de mine d'or. Mon ami, on fait le tour de ville à limousine. Je suis le pro. Ils sont vivables. Ils sont hospitaliers. Et puis ils sont hospitaliers, disons, bon, la plupart d'autres pays, quoi. Parce que eux, ils connaissent la valeur des étrangers. Voilà. Nous serons toujours des combattants. Si jamais le régime essaye encore de prendre le pouvoir, nous nous unirons. Vous les footballeurs africains et nous les rebelles, nous nous unirons pour nous battre. Libérez Mandela! Bien que très politisé, ce supporter birman a une idée en tête, créer sa propre équipe de football. Il faut absolument que vous veniez dans ma région. J'ai de l'or, j'ai beaucoup d'or. Quand vous aurez le temps, je voudrais que vous veniez voir notre équipe de football Karen. J'ai besoin de vos conseils, que vous nous appreniez à jouer. Merci mon frère. C'est la veille de la finale du championnat birman. Un jour important. Si l'équipe gagne, William sera reconduit la prochaine saison. Le moment est venu d'appeler la maison familiale au Cameroun. Bien toi. Le petit il est très aimé ici. On l'aime beaucoup. Ouais. Surtout qu'il a su imprimer sa marque, donc on est obligé de l'aimer. Donc je t'appelle là pour que tu vois, il t'écoute, hein. Là tu donnes ta bénédiction. Tout ce qu'on peut faire, on essaie de rendre compte un peu au grand frère. Bon, le grand frère aussi, il faut donner ses idées. Son conseil. Le grand frère, c'est un ancien footballeur. Oui. Donc,
Et en plus, c'est un homme de Dieu. Il met aussi en prière parce que tout ce que nous faisons sur terre, ça vient de Dieu. Hein. Jour de finale. Les deux équipes rivales sont à moitié composées d'Africains. Le stade affiche complet. Les patrons de clubs, barons locaux, sont présents aux premières loges. Très vite, l'euphorie va gagner les gradins. Et tout va pour le mieux. Ils ont toujours besoin de nous. Les Africains sont forts, ils sont résistants. Et ils font gagner leurs équipes aussi. L'odyssée asiatique des jeunes footballeurs africains a donc parfois ses moments de joie et d'espérance. Ceux-là même qui nourriront l'ambition de combien de générations encore. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Il aime le bleu, le blanc, le soleil, les rayures, les années 80, mais surtout Marseille. À 27 ans, Simon Porte-Jacquemus est l'invité d'honneur de l'événement Open My Med, produit par la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Depuis 2009, date à laquelle il décide de créer sa propre marque, alors qu'il n'avait pas 20 ans, le jeune créateur de mode n'a cessé de rendre hommage à sa Provence natale à travers une esthétique volontairement naïve et des créations à la narration poétique. Reportage. Il aime le bleu, le blanc, le soleil, les rayures, les années 80 et surtout Marseille. À 27 ans, Simon Porte-Jacquemus est dans 2 musées de la ville l'invité d'honneur de l'événement Open My Med, produit par la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Moi je suis tombé amoureux de Marseille quand j'étais ado et j'avais envie qu'on tombe aussi amoureux de Marseille. C'est pour ça Marseille je t'aime. C'est une ville portuaire, donc c'est une ville ouverte dans la culture, dans les gens, dans leur façon d'être. Il y a un vrai partage. Moi j'ai grandi à 40 minutes d'ici, dans la campagne. J'avais envie de rentrer un peu chez moi dans le sud et montrer ce défilé et montrer mon univers à travers des expositions. Au musée d'art contemporain, Simon Jacquemus expose entre autres quelques pièces emblématiques de ses collections dans un jeu qui mêle structure ronde et carrée. Dans un sens, c'est un peu naïf, presque enfantin, mais dans le bon sens du terme. C'est un vrai plaisir de voir quelqu'un comme lui s'amuser et en même temps prendre très au sérieux les affaires. C'est incroyable. Sur le toit de la Cité radieuse, le jeune créateur dédicace le livre de l'exposition Marseille je t'aime, des images exclusives réalisées par une vingtaine d'artistes. On est resté dans un appartement pendant une semaine avec eux. Avec 5 artistes, avec tous les artistes de Marseille. On a passé une semaine avec eux ici à les aider, leur diriger un peu les trucs. Et Simon aussi était là, on a tout fait tous ensemble. Jacquemus, c'est l'image de la jeunesse, la modernité, le digital, les réseaux sociaux, l'enfance, la poésie, la spontanéité. Chaque artiste que j'ai choisi, j'aimais quelque chose, une vision, quelque chose, une œuvre qu'ils ont faite et j'ai essayé de la mixer à Jacquemus et à Marseille en fait. Par exemple, une artiste qui fait des collages, je lui ai fait faire des collages des calanques. Donc ça reste son univers, mais Jacquemus et Marseille à la fois. Pour mettre en scène ses archives, il a créé sa marque en 2009 à 19 ans. Simon Jacquemus rend hommage au film de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Cet enchevêtrement de corps est une installation artistique reprenant l'œuvre du plasticien Willy Dorner. Jacquemus aime les figures baroques ou minimalistes. Ce qu'il fait en fait, Simon, comme il assemble les personnes, et il est très fort à ça, c'est de piocher dans des choses qui existent déjà, mais de les insuffler de la vie et de la passion en fait. Il a vraiment une capacité incroyable à faire bouger les choses, à respirer la vie et de nous rappeler que les choses simples sont les plus fortes.
comme l'eau, ou comme une rose, ou comme un tournesol. Et comme regarder la porcelaine de sa grand-mère. Et là, grâce à lui, je découvre Marseille pour vraiment... Pour ce livre-là, Simon avait une idée de montrer les visages des Marseillais. Je suis allé à l'encontre des gens qui m'intéressaient, qui m'interpellaient. Le but étant pour moi d'essayer de créer un spectre assez complet ou qui soit représentatif des Marseillais. Donner carte blanche à un créateur de mode, lui ouvrir les portes du MUSEM et du musée d'art contemporain, organiser un défilé, rien n'aurait été possible sans le financement de la Maison méditerranéenne des métiers de la mode. Il s'est dit, voilà, moi je veux pas exposer juste des vêtements, j'ai envie de créer des choses autour et de présenter mes collections d'une manière différente. Donc on a produit un film, on a produit des sculptures, on a produit des vidéos qui sont projetées au MUSEM, des séries de photos. Donc c'était intéressant, c'était d'avoir aussi cette vision finalement qui est vraiment éclectique de la mode, de la photographie, de la vidéo et de la sculpture. Et c'est ce qu'on a envie d'apporter avec Open My Med aujourd'hui. C'est d'avoir vraiment cette vision à la fois interculturelle dans tout ce bassin méditerranéen, mais aussi interdisciplinaire et faire dialoguer tout ça ensemble. La Maison méditerranéenne des métiers de la mode est une association soutenue depuis 30 ans par les collectivités territoriales et des partenaires privés. C'est à la fois un centre de formation, une pépinière où on découvre, on accueille et on suit des jeunes créateurs de notre territoire, mais aussi du bassin méditerranéen. Mais c'est aussi un vrai centre de formation avec un partenariat de l'Université Aix-Marseille et un Master 1 et 2 de Management des métiers de la mode. L'objectif avoué de la MMMM est de faire de Marseille la capitale mode de la Méditerranée. C'est une ville aujourd'hui qui échange, qui est appréciée de ce qu'on dit les millénials. Tout le monde cherche cette cible-là. Et c'est vrai que l'image a changé. Marseille est pour Paris ce que la Californie est à New York. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, regardez, le soleil, la mer, la jeunesse, le streetwear, la culture qui est omniprésente dans cette ville, fait qu'aujourd'hui, effectivement, Marseille est à la mode. C'est sûr qu'il y a un esprit méditerranéen, il y a un esprit du Sud, il y a un esprit avec la Tunisie, avec le Maroc. Il y a un brassage autour de la Méditerranée qui apporte quelque chose, je pense, à la mode. Clou de l'événement, parce qu'ouvert au public, le défilé prêt-à-porter été 2017. On se sent bien, on se sent belle, on se sent forte. On se sent des filles du pays, du Sud, et on est fiers. C'est une très bonne expérience, ça change, on n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours, donc on est un peu honorés. On se sent comme les Santons de Provence, on se sent très très bien, voilà. Les expositions de Simon Porte, Jacques Mus, au MUSEM et au Musée d'art contemporain se tiennent tout l'été dans la cité phocéenne. Et le monde entier pourra s'écrier « Marseille, je t'aime ». Dans le port de Sanary-sur-Mer sommeillent des petits bateaux de pêcheurs aux couleurs chaudes. On les appelle des pointus. À Marseille, on appelle ces bateaux des barquettes. Ils font partie du patrimoine de la région. Certains en sont passionnés et les restaurent amoureusement selon des techniques ancestrales pour faire perdurer l'histoire de ces vieux bateaux. Reportage. Dans le port de Sanary-sur-Mer, sommeillent des petits bateaux de pêcheurs aux couleurs chaudes. Pourtant, t'as refait les joints là dernièrement. T'as vu la largeur des joints maintenant, ils font plus d'un centimètre de large. Vous allez sortir ou pas? Tu vas sortir? Non. On les appelle les pointus. Et ici, certains en sont passionnés. Christian Benet est président de l'association des pointus de Sanary. Pour lui, les pointus, ce sont tout simplement... un bateau de pêche qui existe depuis la nuit des temps en Méditerranée. Pourquoi pointu? Pointu devant, pointu derrière. C'est les officiers de marine en France, à Toulon, pardon, qui avaient baptisé ces bateaux ainsi. Pour protéger ce patrimoine, chaque propriétaire restaure amoureusement son pointu. Ça, c'est mon bateau, pointu. 8 mètres de long, de 60 de large, 3 tonnes 5. Et on a eu l'opportunité de connaître le pêcheur qu'il avait, qui nous l'a donné pour le remettre en état. L'histoire des vieux pêcheurs de la côte et le respect des anciens, voilà ce qui pousse ces matelots à entretenir avec tant d'amour leur bateau. Le bateau, on vit avec et on s'en occupe.
Donc ça fait partie à la fois des contraintes, mais des plaisirs aussi. C'est comme beaucoup d'artistes qui font par exemple des statues et autres. Nous, c'est le bois. Il faut le toucher. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il nous parle, mais c'est une satisfaction. Et quelle satisfaction, une fois la restauration achevée, de pouvoir sortir en mer. Car les pointus, c'est aussi un art de vivre. On surfe sur la vague. Ça, c'est bien. Comment ça va, le matériel, il est prêt, ça va être bon, hein? Un pur bonheur. Le pur bonheur de passer toute la journée sur le bateau. Partir le matin, rentrer le soir et côtoyer la mer. C'est l'éloge de la lenteur, prendre le temps de vivre, de partir à la pêche, de se mettre à couple, d'emmener les enfants se baigner. Tout en appréciant les joies de la mer, ces passionnés font revivre le patrimoine local. On pense beaucoup à nos anciens. C'est eux qui les ont construits d'abord, qui les ont faits. Et c'était des charpentiers émérites. Et puis, c'était leur bateau de travail. Quand on pense que certains pêcheurs partaient 3-4 jours, dormaient la nuit dans leur bateau le long des côtes avant de rentrer. Et c'était madame qui vendait le poisson au retour. Tous nos bateaux sont là. Les pointus de Sanary s'appellent les barquettes à Marseille. Ne pas confondre. Mais dans la cité phocéenne, on les entretient avec le même amour. Dans son chantier naval, Denis Borg restaure chaque jour ses bateaux, un héritage de son grand-père. On lui refait une belle beauté, une remise en étanchéité du plan de pont, de la coque. Elles sont toujours là, elles sont réparables et elles ne perdent pas leur valeur esthétique. C'est ça le plus important par rapport à un bateau de série ou un bateau en plastique qui peut peut-être se démoder à la force du temps. Pour respecter l'âme de la barquette, les charpentiers de marine utilisent des méthodes ancestrales comme le calfatage. Selon la dimension des coutures, on peut ou l'étendre comme ça, c'est-à-dire on met juste le cordon, c'est tout simplement, on le rentre. Et si les coutures sont plus larges, on fait des boucles, on le cueille. Quand quelqu'un nous amène son bébé, on va dire ça comme ça, sa barquette, hein, on va pas dire bateau, mais on va dire barquette, il vient nous confier une part de son rêve. Et on est là pour faire aboutir son rêve. Direction le quai des Belges, où on va voir d'autres barquettes aussi, hein, qui sont dédiées à l'exercice de la pêche. Et on va espérer croiser aussi d'autres barquettes typiquement marseillaises dans le Vieux-Port. Ça fait toc, 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 toc. C'est vraiment un bruit caractéristique. Maintenant, c'est un peu étouffé parce qu'il y a des systèmes d'échappement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un bruit caractéristique. Et le long du Vieux-Port, des dizaines de barquettes côte à côte. Des vieilles dames, parfois, mais toujours prêtes à voguer. On a des bateaux qui ont à peu près une moyenne d'âge entre 40 et 70 ans dans le Vieux-Port. Alors le paradoxe, c'est qu'ils sont toujours là, c'est qu'on peut toujours les entretenir, c'est qu'ils racontent toujours une histoire, c'est qu'ils fédèrent toujours des gens, c'est qu'on a toujours la volonté de les voir naviguer. La barquette est à Marseille, ce que la gondole est à Venise. On a carrément un symbole fort d'identité et de lecture patrimoniale à faire valoir ici, dans nos régions. C'est le début de l'apéro. Retour à Sanary, Christian Benet profite des dernières lumières du jour. Car les pointus, c'est aussi le partage et un art de vivre cher à la Provence. C'est la simplicité, la liaison entre la mer, le bateau et l'amitié. Je pense que ça peut se résumer à ça. À Sanary et à la Provence. Voilà, et à nos pointus. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre bon accueil. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous dis à la semaine prochaine.